Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Nous sommes lundi, il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine, que ce soit de côté des annonces économiques traditionnelles et en plus forcément le conflit ukraino-russe à regarder, et je vous propose de faire le point à travers quelques plans. Allez, c'est parti. Alors avant de parler des annonces économiques traditionnelles, j'aimerais vous parler un petit peu des annonces, enfin de tout ce qui est en train de se passer par rapport à ce que j'ai dit vendredi et sur le conflit ukraino-russe. Ça va très vite, et en même temps, pas si vite que ça. C'est-à-dire que plus le temps passe, je pense, plus le temps passe, plus en fait, il va falloir vraiment faire attention à nous. Pourquoi? Parce que des décisions mondiales risquent justement d'être, on va dire, données, d'accord? Et si c'est le cas, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, il peut y avoir des incidents fâcheux sur nos indices et sur notre monde traditionnel comme on le connaît aujourd'hui à travers notre marché. Et en plus de ça, cette semaine, il y a quand même énormément d'annonces. Alors comme d'habitude, oui, cette vidéo n'est pas... Enfin, elle est enregistrée, ok, il est 15h35 quand je fais cette vidéo, parce que je ne serai pas là après. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de poser vos questions. Alors, énormément de blabla de la BCE et de la Fed. Je vous rappelle que, quand même, ok, la semaine dernière, ça n'a pas trop parlé, mais il faut savoir qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. L'épée de Damoclès, finalement, c'est ces taux directeurs. Si ces taux directeurs sont remontés, je vous ai dit que ça ferait un phénomène de gravité sur les indices au moment où on le fera. Aujourd'hui, la BCE parle quand même un certain nombre de fois, lundi 16h50, ok, donc avant cette vidéo, le mardi 14h, le jeudi 13h30, ok, elle parle 3 fois. La Fed, elle parle une fois, 16h le mercredi, donc on fait très attention à ça, et à cette épée de Damoclès, parce que je vous rappelle qu'ils ont quand même tout simplement une perte de 8 000 milliards et qui doivent l'expliquer, d'accord? Donc du coup, ce bilan, il va falloir qu'il soit expliqué et ça va pas prendre jusqu'à 2023, sauf s'ils arrivent à tout simplement rassurer les marchés d'ici là. La deuxième annonce à faire attention, c'est les rapports sur l'emploi. ADP, 14h15 le mercredi, et puis bien sûr le NFP, 14h30 de vendredi. Ils sont plutôt données stables. Je vous rappelle que ce qui est important de voir, c'est que c'est quand même un très bon indicateur, un indicateur de l'état de la crise, et ça quand même, franchement c'est pas mal, ok? Donc on va le garder. L'autre, c'est l'IPC. L'IPC, mercredi 11h, à regarder, regardez surtout les chiffres sont intéressants. Le dernier c'était à 5.1 et aujourd'hui on est donné à 5.3 pour février. Du coup, forcément, il y a une petite hausse. C'est-à-dire que cette accalmie qu'on a eue en janvier, en février, elle n'est plus là. Si elle est donnée à 5.3, on aura une reprise de l'escalade finalement de l'inflation. Et donc, qui dit inflation, dit que finalement ça va obliger la BCE et la Fed à réagir vis-à-vis de cette inflation. Parce qu'ils ne peuvent pas dire au bout d'un moment, oui, c'est normal, 5%, vous plaignez pas les gens, c'est bon. Non. Leur chiffre, c'est 2%. Donc au-dessus de 2%, ils doivent réagir. Le truc, c'est que en même temps, ils ont ce 8 000 milliards, ces indices qui sont très hauts, cette guerre en cours. S'ils touchent à quelque chose, je pense que oui, le marché peut bien corriger, donc il va falloir regarder. Le dernier, c'est la réunion de l'OPEP, mercredi 2, d'accord? Comme je vous explique avec l'OPEP, et on va regarder un petit peu plus avec le pétrole, il va quand même falloir faire très attention, tout simplement au pétrole, ok? On est sur les 100 dollars quand même le baril, ça commence à être un chiffre dont je vous parle depuis des mois. On y est, ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose de voir. Dans un premier temps, je vous propose de parler des indices. Ici, je vous ai refait les zones un petit peu de notre ami le DAX. Le DAX en données hebdomadaires. On peut voir que c'est une zone qui a servi énormément de fois. C'est 14 200. 13 008, d'accord, c'est une très grande zone. On est obligé en temps de crise de faire vraiment très attention à tout ça. Et donc, oui, je pense qu'on peut tenter des achats agressifs vers les 14 000, 14 002. En sachant que plus, finalement, nos bandes de Bollinger 4 heures seront plates, comme ici, d'accord, 14 000, 13 008, plus ça fait une zone vraiment, on va dire, premium pour acheter. Alors on va se méfier à des gaps, on en parlera cette semaine peut-être à travers une émission tout simplement sur les gaps. Ça, c'est sur le DAX. Celui que je trouve encore plus propre, c'est notre ami le CAC. Alors ici, j'ai mis en données journalières, il a rebondi sur les 6500, je vous ai donné ce chiffre-là, je ne sais pas si vous l'avez utilisé la semaine dernière, mais clairement, il a donné 250 points de CAC et 250 points de CAC
en termes d'exposition, on est quand même au-dessus de 250 points de DAX, d'accord? Donc c'est pas mal, et je pense qu'il va nous les redonner. Ce chiffre est non seulement un chiffre, les 6005, à retenir pour profiter un petit peu des rebonds, d'accord? Et non seulement c'est l'invalidation. Ça veut dire que si vous faites un plan et qu'on clôture journalier, enfin on va chercher les rebonds, d'accord? Le but du jeu c'est d'aller chercher les rebonds, et puis peut-être qu'un jour, bien sûr, ça ira mieux, en tout cas on se le souhaite, et que ça aille. Et si ça se passe pas, en clôture journalière, on arrêtera en dessous de 2500. Je dis pas qu'il y a rien en dessous de 2500, bien sûr qu'il y a des choses à 2004 par exemple, on peut voir que le bas de la zone, ça sera sûrement 2004, mais on n'en sait rien, et surtout c'est que ça peut partir très vite. Je vous donne une zone comme ça, vous voyez ce qu'on peut en faire. Du côté du Dow Jones, je vais peut-être le refaire un petit peu comme le DAX, mais en tout cas, vous savez que c'en est un qui a très bien réagi et qui est dans une zone, je vais vous le passer en données hebdomadaires, qui est, on va dire, je dirais pas qu'il me fait peur, je dirais plutôt qu'il est en train de réagir sur le support des 33 000. Et 33 000, c'est le chiffre à retenir, comme le CAC. C'est-à-dire que le CAC rebondit sur 6005, on peut prendre on va dire une option agressive, ok, ça c'est pas un souci, mais par contre, on n'oublie pas que si on clôture en dessous de 33 000, ben ça fera comme le CAC avec 6005, c'est qu'on sait pas trop jusqu'où on ira, et il faudra se préparer, faire attention. Je vous ai matérialisé les 3003 avec finalement ce combo de mèches, d'accord, et d'indicateurs. Alors oui, j'aurais pu chercher un petit peu plus bas. Oui, j'aurais pu chercher un petit peu plus haut, par exemple les 33 600. Mais pour moi, l'état global du Dow Jones, en fait, c'est si on arrive au-dessus des 33 800, on sera déjà, première respiration. Au-dessus des 34 400, deuxième respiration. Et ainsi de suite, d'accord? Et pour le moment, on fait attention. Je vous ai donné 4 actions pour en profiter la fin de semaine dernière, d'accord? Donc on est sur du Intel, du STM, du Dassault Systèmes et du Safran. Un peu d'armement, j'ai expliqué pourquoi, et un peu de Big Tech. Et je vais expliquer aussi pourquoi dans la vidéo de vendredi, que je vous mettrai dans le lien si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a parlé des indices et des actions du coup vendredi, je ne vais pas vous balancer tout ça à la tête, on va parler directement Forex et matières premières. Alors, plusieurs choses sur le Forex de Brut. Brut, ici, en données hebdomadaires, le plan, finalement, qui s'est très bien déroulé, de notre ami euro-USD. L'euro se fait littéralement tarter. Bon, en même temps, guerre en Europe, euro qui se fait tarter, ça paraît être assez logique. Mais maintenant qu'on est arrivé sur les 12,335, avec l'équipe Ultra Bourse, on a pris une grosse partie de nos bénéfices sur cet endroit-là, conformément au plan que j'échange avec vous depuis finalement à peu près, 10 janvier à peu près, d'accord, depuis mi-janvier, donc depuis un mois et demi. Conformément à ça, j'ai pris une partie des bénéfices, mais pas tout. Ce que je fais, c'est que je suis quand même, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas profiter que l'euro se fasse déchirer, qu'on soit dans le bon sens, pour accompagner finalement toute cette baisse. Et c'est justement ça qui s'est passé et que je vous propose de faire. C'est de faire sauter les take profit 1,12,335, ok, on reverra comment profiter, et aller chercher deux niveaux vraiment qui sont très importants et qui vont être à regarder. Je vous les donne, c'est 1.10 et 1.08. Si vous regardez en données mensuelles, d'accord, je vais le faire simple. En données mensuelles, c'est simple. 2015, c'est là où on a été les plus bas. Ces zones-là, c'est les plus bas de 2019-2020, qui me paraît être très important à regarder, ok. Néanmoins, effectivement, au-dessus de 1.04, en fait, tout simplement, c'est qu'avant, c'était la création de l'euro. À ceci près. C'est pas vrai, mais c'est à ceci près. Du coup, en gros, en termes mensuels, si on arrive sous ces niveaux-là, on maintient une certaine pression baissière sur l'actif. Donc il faudra être très vigilant, mais je vous ai donné mes deux niveaux. Maintenant, comment profiter? On va garder des plans 4 heures finalement pour en profiter. Le but du jeu, c'est de chercher ce combo que je vais vous parler sur les matières premières, sur le Forex, et même sur finalement les crypto-monnaies. C'est bande de Bollinger, d'accord? H4, j'en prends 2, la 2,5, écart type 2,5 et écart type 2.0. Et en fait, ça nous donne des zones sur lesquelles on réagit. Alors c'est parti, je vous donne la première zone pour l'euro-USD, c'est 1.13. Ok, euro-yen japonais maintenant. Euro-yen japonais, un petit peu plus compliqué. On a buté une première fois sur nos... je vais vous enlever tous les indicateurs. Sur notre bad range, d'accord, donc des 128.5. Personnellement, j'ai pas pris de bénéfices à ce moment-là la semaine dernière, je m'en veux un peu. Pourquoi? Parce qu'après, il nous a sorti vendredi à break-even sur le plan, et je vais continuer à appuyer sur Orange japonais
justement en regardant, hop, je ne sais pas si je vais pouvoir vous en montrer un autre, voilà, en regardant les 130 et les 130.6, Take Profit 128.5, et on va voir la zone des 128.5, vous avez compris, est très importante pour le range euro-USD, alors euro-yen japonais, excusez-moi. Ok, l'euro se fait tarter, peut-être qu'il y aura des excès baissiers en dessous finalement de ce range hebdo, mais dans ce range hebdo que je vous présente ici, d'accord, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'il va réagir et que finalement, faut savoir que le yen japonais est quand même une monnaie assez faible, et donc du coup, bah, on peut peut-être reprendre un petit peu de hauteur. Je n'en sais rien, mais en tout cas, chartistement parlant, la zone des 125.5, 128.5, elle n'a pas été cassée. Donc doucement, vraiment doucement. Maintenant que je vous ai parlé de mes deux paires de forex préférées, voyons le cas de l'or. Parce que c'est le cas de l'or qui m'intéresse le plus, tout simplement le plus particulier. Je vous ai parlé la semaine dernière, on est en train de casser les 1880. Toujours pareil. Alors oui, on a fait un pullback journalier, je vous le dis. On l'a fait le 24 février. Néanmoins, pour moi, un pullback sur des unités de temps aussi longues d'hebdomadaire, un pullback c'est entre 3 bougies et 6 bougies. Okay, le pullback que tout le monde recherche. Donc ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, il peut commencer à faire des pullbacks, et on a encore 3 semaines. Je vais vous embêter avec ça pendant 3 semaines, ok? Zone 1880, 1860. Maintenant, il y a une zone intermédiaire un peu plus 4 heures quand même, qui réagit très très bien, qui est la zone des 1890, et que moi en tout cas, en option un petit peu plus agressif, oui. Tant que l'inflation est donnée supérieure, et tant que ce conflit finalement ukraino-russe ne prend pas de conclusion, d'accord, je vais rester sur ce terme, de conclusion, eh ben forcément, ça m'intéresse de profiter de l'euro, et je vous donne ma zone agressive, 1890, et on verra, si on réintègre les 1880, 1860, bah on réadaptera et on reprendra nos zones beaucoup plus lointaines, en bas de setup, tout simplement. Ok? Ça c'était pour l'or. Je vous parle pas trop de l'argent, parce qu'il réagit pas trop, il réagit conformément à, je vous le donne, allez, je vous le donne quand même, il réagit conformément à l'or, mais lui, un petit peu moins. C'est-à-dire qu'il n'a pas clôturé au-dessus des 25, et ça, c'est dommage pour l'actif, en fait, parce qu'il aurait montré justement sa volonté d'aller chercher beaucoup plus haut, et ça nous aurait rassuré, ok? Donc là, clairement, il n'a pas fait. Donc maintenant, oui, vous pouvez préférer l'argent à l'or, setup H4 sur les 24, ok? La même chose, finalement, que le setup sur l'or, les bandes basses de Bollinger, plus une petite zone chartiste H4, mais sur l'argent. Ça nous donne la zone des 24, qui me paraît être une très bonne zone. La zone est un petit peu plus petite, vous voyez. Donc, à voir, celui que vous préférez. Moi, je favorise l'or cette semaine. WTI, là on peut dire que le WTI, on peut dire qu'en données journalières, ça nous a régalé arriver sur les 100 la fin de semaine. C'était un petit peu mon objectif final de tous les plans que j'avais, 83, 87, 90, sans compter que j'en avais bien sûr avant sur les 77 et 80. Donc autant dire que quand c'est arrivé sur les 100, là on a encaissé avec l'équipe Ultra Bourse. J'en ai quand même laissé une petite partie, parce que la réunion de l'OPEP, c'est un petit peu comme d'habitude, et je vous refais le schéma à chaque fois, mais c'est une réalité. Si l'OPEP continue d'appauvrir le monde en pétrole, alors potentiellement on va peut-être casser les 100. Il faudra quand même, je pense, plus de temps pour casser les 100 qu'il en a fallu pour faire décaler les prix de 60 à 80, d'accord? Ou de 60 à 77. Il faudra un petit peu plus de temps, mais ce décalage va avoir lieu. D'autant plus si on est dans un contexte de conflit, on va dire, entre grandes zones, Russie, Ukraine, mais derrière, il y a quand même des sanctions européennes, et on peut imaginer des sanctions de l'OTAN qui commencent à arriver, et donc on peut imaginer une sorte d'escalade tout doucement, et je n'espère pas, d'accord, vers un conflit armé un petit peu plus conséquent. J'en sais rien, mais du coup, forcément, le pétrole va en pâtir, tout simplement, du fait déjà qu'il manque 100 millions de barils en moins, qu'il y a 100 millions de barils qu'on ne sait pas expliquer, et aussi du fait qu'il faut faire que tout simplement, qui dit contexte de guerre dit que c'est tout simplement un très bon indicateur de l'état de la crise générale, et quand je dis ça, c'est de façon économique. Au-dessus de 100, c'est quand même pas bon. Je vous refais la démo, comme ça on sera d'accord. Je vais passer en mensuel, d'accord. Au-dessus de 100, effectivement, on l'a fait en 2013, et on peut montrer qu'à chaque fois, il y a des corrélations, d'accord, avec les indices. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout ici. Ici, 2008, comme de par hasard, et on est monté à 140 $ le baril avant d'avoir une chute vertigineuse sur les indices. Donc on fait attention à soi, et voilà, on
on fait attention à soi et au discours de l'OPEP. Concernant le setup, le même que sur le Forex, que sur le même, mais en 4 heures. La zone des 92-90, c'est une zone qui m'intéresse. Et le but du jeu, ça va être de chasser finalement un petit peu les signaux 4 heures cette fois-ci. Bon, vous avez compris, on est lundi, l'OPEP ne parle que mercredi, donc vous avez encore la journée de demain pour en profiter. Si vous avez une alerte demain pour en profiter, ok, pourquoi pas prendre position. Dans ce cas, vous le gérez comme une position intraday. Pour finir, on va parler des crypto-monnaies, d'accord? Parce que oui, j'ai un petit setup de la semaine à vous donner, c'est le même setup. Alors, déjà, petit contexte sur les cryptos, on est exactement comme la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a en données journalières notre Bitcoin qui a repris la tendance baissière de sa moyenne mobile 50 périodes données journalières après avoir essayé de la casser. Franchement dommage, il aurait pu rester en fait finalement sur des plus hauts de plus en plus hauts. Je vous avais dit qu'il y avait deux conditions à ce plan. Un, qu'on reste au-dessus des 40 000, 42 000, on va peut-être y retourner, hein, d'accord? J'en sais rien. Et deux, qu'on fasse des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Loi de dos, ok? Donc clairement, ça, il faut que ce setup-là fonctionne sur le Bitcoin si on veut que la tendance journalière du Bitcoin redevienne haussière, ok? Et arrête d'être cette pression baissière. Mais pour ça, maintenant qu'il a écarté finalement le combo d'indicateurs bande haute de Bollinger, moyenne mobile 50 périodes, c'est déjà très bien parce que ça lui laisse de quoi reprendre au-dessus de 40 000, d'accord? Je vais le refaire un peu comme ça. Reprendre au-dessus de 40 000, puis latéraliser au-dessus de 40 000 tout doucement, ok? Pour par exemple taper un range, avant de redécaler le prix un petit peu plus fort. Donc finalement, l'état des crypto-monnaies est pas très alarmante. Par contre, je tiens à préciser que quand même, si les indices cassent, par exemple le CAC 6005, le DAX, les 14 000 qu'on a vus, les 13 800, le DO, les 33 300, effectivement, il faudra s'attendre à une correction dans la semaine, d'accord, sur les cryptos. Pendant ce temps-là, on peut quand même en profiter avec un setup que je vais vous montrer sur, par exemple, KDA, ok? KDA, parce que très bonne zone. On est dans une bonne zone. On est sur les 6.5, ok? C'est une crypto que je vous ai déjà conseillé sur les 10. Personnellement, j'ai pris du holding sur les 10. Je vous le dis quand même. Maintenant, c'est un très bon projet, mais maintenant, dans l'immédiat, comment en profiter? C'est ce setup qui m'intéresse, c'est-à-dire bande de Bollinger inférieure plate en données journalières, d'accord? Nous sommes en données journalières. Ensuite, on attend une touchette, donc là par exemple c'est tout simplement 5 points, mettez une alerte sur 5.4, vous prenez position. Par contre, vous, au bout de 10%, vous sécurisez, obligatoire, d'accord? Donc si on prend position ici, 10%, ça va très très vite, on arrive à 5.8, on sécurise, allez à 6, comme ça on a un chiffre rond, on en profite un petit peu plus, et puis après on voit si on peut pas aller chercher tout simplement les zones, les bandes de Bollinger supérieures. Ici elles sont à 9, bon vous pouvez vous mettre une alerte sur 8.5 pour reprendre encore une dernière fois des bénéfices. Le but du jeu, ça va être de, justement, de chasser ces setups-là. Ces setups-là, il existe sur beaucoup finalement beaucoup de cryptos et je vais vous les passer les unes après les autres pour vous montrer. Il y a Mana, ok, Touk, pareil. Au lieu d'être à 2.5 aujourd'hui, il est plutôt à 2.35, mais vous voyez qu'à chaque fois, il vous a donné quand même le petit setup, il vous a donné les fameux 10%, voire largement les 10%, ok, sur Mana. Donc on en profite, clairement, elle est intéressante elle aussi. Donc le cours, le but du jeu, c'est d'aller choper les 2.34. Voilà, je vous le donne. Après, il y a UOS aussi qui m'intéresse. Et oui, il m'intéressait pas trop avant, mais quand je vois la réaction du 24 février, je me dis, ouais, carrément. Donc je pense que les 0,99 nous seront donnés en cas de correction des indices. Ça me paraît être une bonne zone pour enfin reprendre du UOS et en profiter à cette manière que je viens de vous donner. D'accord? Et les derniers, je vais vous les donner un petit peu plus rapidement pour pas que cette émission dure trop longtemps. Link, Solana, XRP, Polkadot, Avax et bien sûr KDA, UOS, Atom. Voilà, globalement. J'ai eu une petite préférence fin de semaine dernière, vendredi, pour vous donner Atom et Solana personnellement, parce que Solana, j'ai peut-être un biais de confirmation, mais clairement UOS est très très bonne aussi. KDA, pas mal, je pense que c'est une bonne zone où non seulement on peut commencer à faire un peu de
trading en se protégeant et en terminant ça par du holding, parce que je vous explique le but de ces plans, c'est justement qu'au bout de 10%, oui, on sécurise, on a fait des petits gains, on est content, mais le but du jeu, c'est pas ça, c'est pas ces petits gains de 10%. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher beaucoup plus haut et de reprendre parce qu'on est sur des niveaux qui sont intéressants, et donc on peut espérer que ces plans au bout, donc là c'est un setup semaine, sur la semaine vous en choisissez 2 ou 3 que vous suivez et que vous réalisez, d'accord? Et si ça fonctionne, ben vous êtes content parce que vous avez eu des niveaux qui sont très bien à avoir sur le marché des crypto-monnaies. Dans tous les cas, vous avez compris, dans ce contexte, il faut vraiment faire attention à soi, vraiment faire attention à son capital, et on se retrouve demain, 18h00 pour une nouvelle émission. Allez, ciao!